Marseille, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sénateur des Hauts-de-Seine. Nous sommes le 1er mai et puis on l'expérimentait encore il y a quelques minutes dans les rues, tout est fermé et il y a eu tout un débat autour de cette fermeture et de cette difficulté à ouvrir, y compris quand on est dans des professions dont tout le monde a besoin, même le 1er mai. Vous déposez une proposition de loi pour que le 1er mai on puisse travailler, on puisse ouvrir. Alors vous le précisez bien, il ne s'agit pas de supprimer un jour férié, vous dites simplement que on doit pouvoir ouvrir les établissements dont le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou des besoins du public. Qu'est-ce que ça veut dire, les besoins du public ? Il y a plein de gens qui travaillent le 1er mai, la preuve. Nous sommes là. Dans les radios, Radio J, il y a du monde. Et sur les autoroutes, les services d'urgence, etc. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause l'interdiction de travailler le 1er mai. Ça, c'est un acquis social. Et je crois que les Français y sont attachés. Mais il y a aussi des exceptions. On vient de le dire. Et là, il s'agit de clarifier la situation. Parce qu'il y a plein de boulangers qui ouvrent le 1er mai, mais qui soit sont sanctionnés, soit ne le sont pas. Donc, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. Il faut clarifier. La semaine dernière, en Vendée, le tribunal de La Roche-sur-Yon, le tribunal de police, a relaxé des boulangers qui avaient été sanctionnés pour avoir ouvert le 1er mai 2024. Bon. Et donc, il faut pouvoir dire ce qu'on a le droit de faire en France. Alors, les boulangers, il faut qu'ils prouvent au cas par cas, et qu'il y ait un arrêté du préfet, que leur travail est indispensable. Par exemple, qu'ils font du pain pour un EHPAD, pour un hôpital, pour une prison, etc. Bon, mais je veux dire, il y a une attente du public. Parce que nous, on vit en région parisienne. Ceux qui vivent en région marseillaise, à Lyon, etc., dans les grandes villes, on trouve toujours un boulanger ou un magasin ouvert. En revanche, quand vous êtes ce qu'on appelle pudiquement les territoires, c'est-à-dire que 97% des communes, elles ont moins de 10 000 habitants, et même la moitié des communes de France, elles ont moins de 500 habitants. Donc un boulanger, il nourrit tout un canton. Donc les gens, ils ont besoin de bouger, d'aller chez le boulanger pour des personnes âgées, pour leurs besoins, pour les fêtes, etc. Bon, et donc il faut clarifier la situation. Qu'on foute la paix aux gens. Il ne s'agit pas de les obliger de travailler, il s'agit de dire que ceux qui veulent travailler, parce que le patron, lui, peut ouvrir. Il peut, mais c'est les salariés employés qui n'ont pas le droit de faire travailler. Voilà, ces salariés, s'ils sont d'accord pour venir, et d'ailleurs ils sont payés double ce jour-là, et ben qu'on leur foute la paix et qu'ils puissent ouvrir, comme les fleuristes d'ailleurs. Est-ce que ça ne dit pas beaucoup de la relation qu'on a désormais dans notre pays au travail ? Entre les 35 heures, les RTT, le télétravail, c'est un pays qui est à la fois pas malheureux au travail, pas trop, mais heureux de ne pas travailler. Ben oui, alors on a un problème démographique, parler des naissances en Israël, mais en Europe, on a un vrai problème. Moins d'actifs ? Il y a moins d'actifs, il y a de moins en moins d'actifs, ce qui pose d'ailleurs le problème de nos dispositifs sociaux, nos retraites, et également du travail. En Italie, Madame Meloni, qui pourtant n'est pas spécialement une modérée, elle a régularisé en 3 ans, elle se propose de régulariser 450 000 immigrés. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien des gens pour travailler. On a besoin de bras. Et les Italiens, eh ben, ils sont comme les Français, ils ne sont pas plus attachés à travailler plus que ça. Et donc, quand vous pensez que chez nous, il y a des gens qui se battent pour les 32 heures, on a déjà les 35, ce qui est formidable, et donc, il y a des gens qui se battent pour la semaine de 4 jours ou pour les 32 heures. Qui va travailler ? Déjà, il y a plein de secteurs dans lesquels on ne trouve plus personne. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions. Qu'on permette à ceux qui veulent travailler de travailler. Regardez, au Danemark, ils ont repoussé l'âge de la retraite à 70 ans. Bon, alors on n'est pas au Danemark et je ne proposerai pas qu'on aille jusqu'à 70 ans, mais que les gens qui veulent bosser, on leur foute la paix. Justement, les retraites, c'est au cœur de ce fameux conclave qui là entre dans son dernier mois de réflexion. Vous en espérez quelque chose, vous ? On ne sait pas ce qui se passe pour l'instant. Moi, j'ai posé la question au Premier ministre mardi matin, dans le cadre d'une rencontre qu'on a tous les mardis matins. Bon, il a dit qu'il avait un accord avec les partenaires sociaux et qu'il les laisse travailler, qu'il n'intervient pas, ni lui ni le gouvernement, dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc on verra bien durant l'été ce que ça donne. Moi, je pense qu'il y a des marges. D'abord, il faut qu'on puisse faire mieux, parce qu'aujourd'hui, la réforme qui a été faite ne permet pas d'équilibrer. Elle est déjà insuffisante, oui. Donc il ne s'agit pas de la mollir. Voilà, c'est 35 milliards de déficit d'ici 2030, je crois, ou 35. Bon, et donc, c'est pas tenable, parce que y a de moins en moins de gens qui travaillent, on vient de le dire, pour financer la retraite de ceux
qui sont en retraite. Et qui vivent plus longtemps. Voilà, donc il faut pouvoir trouver des marges, et il faudrait pouvoir travailler plus, et puis il y a le travail des seniors, il y a le travail, parce que les gens qui ne veulent pas arrêter de travailler, qui ont déjà un certain âge, ils pourraient être à la retraite, mais il y a plein de gens qui sont en forme, qui ont des métiers intellectuels, journalistes par exemple. Mais les syndicats vous disent, ça ne sert à rien de prolonger l'âge de départ à la retraite, alors qu'il y a beaucoup de seniors qui sont mis au chômage par les entreprises. Oui, on peut faire travailler les seniors, il y a la pénibilité. Ça, il y a quand même des gens qui souffrent d'avoir commencé à travailler très tôt. Et là, le conclave va apporter des solutions. Il faut apporter des solutions et il faut que les partenaires sociaux, alors il y en a déjà qui sont partis, la CGT évidemment, elle n'est pas pressée de travailler, donc tout le monde n'est pas autour de la table. Mais la CFDT, le patronat essaie de trouver des solutions et je pense qu'on doit pouvoir trouver des solutions. Et vous les voterez ? Est-ce que le conclave décidera, le parlementaire le respectera ? Oui, globalement. Enfin, on va regarder quand même avant de voter. Mais... À l'autre bout du débat sur les retraites, il y a les fameux 10% d'abattement pour frais professionnels dont profitent les retraités. Le gouvernement voudrait bien récupérer cela. Vous êtes d'accord ? C'est logique ? Je pense que c'est un débat crispant. On voit bien que vous avez entendu Laurent Wauquiez hier dire il n'en veut pas. C'est une ligne rouge. Bon, mais Laurent Wauquiez, il est en compétition avec M. Retailleau. Et donc... tout ça est cousu de fil blanc, mais ça va crisper. On voit bien que c'est un débat qui crispe. Et le débat, c'est quoi ? C'est faut pas plus d'impôts. On a trop d'impôts, on a trop de taxes, on a trop de prélèvements dans ce pays. Donc, il faut éviter d'en faire. Moi, je pense qu'il y a quand même des solutions pour trouver des économies. Ça va pas être facile. La première, par exemple, c'est l'année blanche. C'est de dire on n'implique pas, on incorpore pas. On n'indexe pas pendant un an, tout s'arrête. Quand il y a peu d'inflation, c'est pas trop douloureux. Non, mais ça peut rapporter environ 15 milliards. Alors on sera obligé d'augmenter les minima sociaux, je veux dire le SMIC, les petites retraites, etc. Mais ça peut ramener de l'argent. Il y a le fameux débat sur la TVA, parce que quand vous êtes sur la TVA à plus de 20%, c'est pas les produits de première nécessité. 1 point sur la TVA à 20%, 7 milliards. Et pour chacun, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Mais ça touche les pauvres comme les riches, c'est un peu injuste. Oui, d'accord, mais vous avez la moitié des Français qui ne payent pas d'impôts. C'est une contribution générale, il faut des assiettes larges. Vous aviez déposé une proposition pour encadrer les dates de grève, qu'il y ait des dates sécurisées, on ne puisse pas faire grève dans les transports en commun. Patatras, la semaine prochaine, il y aura grève à la SNCF. Où en est ce débat ? C'est insupportable. Je veux dire, tous les ans, on l'a vu, Noël. Aux Jeux Olympiques, voilà. Sudrail, CGT aussi, sans jamais en reste, fait pression pour dire si vous voulez que ça se passe bien, faut payer. Il faut un geste commercial. Bon, très bien. Ils ont eu. Après, dès que c'est Noël, dès que c'est Nouvel An, dès que c'est 8 mai, 1er mai, etc., allez hop, ils sortent. Et alors, ce qui est dramatique, c'est que dans le passé, les syndicats, en particulier les grands syndicats de la SNCF, la CGT, etc., ils se battaient pour l'ensemble des travailleurs de la maison. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon là, le débat n'arrive pas à aboutir, donc on menace de faire grève parce que, voilà, il faut, l'heure est venue de faire une revalorisation. Et maintenant, c'est les conducteurs, les contrôleurs. Voilà, c'est des grèves perlées, faites par Sudrail, et ça avance comme ça, d'année en année. C'est insupportable. Nous, j'avais fait d'ailleurs, c'est Philippe Tabarot, l'actuel ministre, qui était sénateur et rapporteur de mon texte. On avait dit, il n'y a qu'à faire comme en Italie. En Italie, on négocie depuis des années, je crois depuis les années 70, avec les syndicats, l'année précédente, et pour dire, écoutez, l'année qui va venir, on se met d'accord, et autour des jours fériés, des jours d'examen, par exemple, les jours de grand départ ou de fête, on met des plages qui sont sacralisées, où on ne fait pas grève, on laisse les trains circuler. Et puis on fait ensuite un décret quand tout ça est au point, au 1er janvier, pour l'année. Et ça marche très très bien. Pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous ? Vous allez être reçu par le Premier ministre pour parler proportionnel. Quelle est votre position ? Moi je suis pour la proportionnelle. Départementale, nationale, des listes ? Départementale, parce que je pense qu'il faut débloquer. Alors c'est pas un sujet que les Français attendent. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent mais de quoi on parle, Sauf que derrière ça, il y a nos institutions. On voit bien qu'on est dans un pays où il y a 3 blocs. Je vois pas pourquoi ces 3 blocs vont bouger. Un bloc très à droite, avec une gauche extrémiste forte, et puis ce qu'on appelle le bloc central.
Si on veut que les socialistes et d'autres forces politiques prennent leur autonomie et se libèrent de la et gauche, permettent, faut leur donner la proportionnelle. Permettent de travailler ensemble, c'est quand même la proportionnelle qu'il faut. On pourrait faire la proportionnelle dans les départements très urbains, comme le propose Yael Braun-Pivet, et pas dans la ruralité. C'est ce qu'on connaît au Sénat. Ça vous va? Oui, ça me va. C'est ce qu'on appelle le modèle Ferrand-Bourlange qui avait été proposé par les deux personnes en question, les deux personnalités. Moi, les petits départements à 2, 3, 4 circonscriptions, on pourrait les garder au scrutin majoritaire et puis au-delà à la proportionnelle, et je pense que ça peut être utile pour débloquer la situation institutionnelle. L'UDI avait été au cœur, c'est votre parti, d'une polémique à Vendôme, puisque une cérémonie pour les justes avait été reportée par la mairie qui craignait les troubles. Est-ce que ça s'est arrangé? Oui, j'allais dire un mot vulgaire, c'est une connerie. C'est de la maladresse. Ils ont voulu bidouiller, reporter un truc. Bon, en fait, tout est réglé avec le comité Yad Vashem et ça aurait lieu le 16 juin. Tout le monde sera là. L'État et la mairie, main dans la main. Tout le monde, le comité Yad Vashem a réglé le problème avec le maire et maintenant tout est apaisé, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu d'ailleurs de vrai problème. Le vrai problème, c'était l'organisation, et c'est là où il y a eu des maladresses en disant on reporte ça à la rentrée, etc. En fait, ça va avoir lieu maintenant, tout est réglé, et je pense que c'était opportun de le faire. Il faut être vigilant sur ces sujets-là. Bien sûr. La preuve, c'est que le moindre sujet devient éruptif, et dans un moment où il y a beaucoup, malheureusement, d'un antisémitisme qui ressurgit, qui est latent, il y a une sensibilité très forte de part et d'autre. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, y compris sur les choses les plus symboliques. Et je pense que quand, par exemple, il y a une manifestation avec le comité Yad Vashem pour des justes, il faut être extrêmement rigoureux et faire attention à tout, même dans des endroits, parce que le Loir-et-Cher n'est pas spécialement connu pour être un endroit où il y a toutes sortes d'évocations de cette nature. Bon, je pense qu'il faut être très, très, très prudent sur les symboles et y être très attaché. Avec cette tentation toujours un peu munichoise dans notre pays, de se cacher, de pas faire de bruit, parce que ça pourrait énerver les uns les autres. Oui, il y a ça, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Mais je veux dire, moi, je crois quand même que l'antisémitisme, et notamment à cause de LFI, il faut dire les choses comme elles sont, est devenu quelque chose maintenant de désinhibé dans notre pays, et malheureusement dans d'autres pays européens, où on importe ce qui se passe évidemment à Gaza, et ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent et que ça devient un combat qui est majeur, c'est de combattre l'antisémitisme dans notre pays. Hervé Marseille, qui travaille, comme tant d'autres, le 1er mai. Merci d'être venu. Avec plaisir, avec vous. Bonne journée. Merci Christophe. À demain avec Patrice Duhamel. J'imagine que vous parlerez peut-être de la photo. Oui, la photo. Mitterrand serrant la main de Pétain. Avec photo historique. Avec Maurice Barrois derrière, au 3e rang. À demain Christophe. Radio J.